Alors bonjour, je m'appelle Yves, je suis membre de Québec solidaire depuis un bout de temps déjà et j'ai décidé de me présenter dans la course pour devenir un co-porte-parole pour compléter le mandat de Gabriel Nadeau-Dubois. Et je suis dans une entrevue avec à gauche. Cette entrevue se fait dans le cadre de la course au poste de co-porte-parole de Québec solidaire en 2025. C'est quoi être de gauche? Ben, je pense que les gens qui veulent sérieusement changer les relations sociales que nous entretenons entre nous et l'organisation de la vie et de la société que nous avons pour la rendre beaucoup plus égalitaire, plus juste, pour respecter les différences de toutes les personnes, mais aussi les différences de toutes les communautés, les différences de nature aussi. Respecter la nature, respecter les humains, respecter les animaux, respecter tout le monde. Je pense que ça, c'est une attitude qu'on peut considérer être de gauche. Qu'est-ce qui te distingue des autres candidats? Ce qui me distingue peut-être de mes collègues, c'est que je suis quelqu'un de la région. Je vis à Gaspé. J'ai vécu dans les terres crées de la baie James. J'ai vécu un peu partout dans le monde aussi. Donc, j'ai une sensibilité particulière aux enjeux régionaux et à la réalité de chacune des régions. Et je suis aussi maintenant, malheureusement, le seul candidat qui n'est pas un député. Et j'estime qu'à ce moment-ci de l'histoire de Québec solidaire, nous avons besoin d'un candidat qui sera capable de prendre l'essentiel de son temps à reconstruire la base du parti, à consolider les activités dans chacune des 125 circonscriptions du Québec, qui sera capable d'aider chacune des associations locales à se donner un mécanisme de relation avec tous nos partenaires qui portent aussi les valeurs de Québec solidaire, même si ce ne sont pas des membres de Québec solidaire et qui pourra aussi inscrire une espèce d'école de citoyenneté dans chacun des coins du Québec. Quelle serait ta stratégie pour 2026? Pour 2026, je pense qu'on admette qu'on a un excellent corpus de députés. On a une aile parlementaire qui est puissante et qui a créé une opposition efficace qui est reconnue par tout le monde dans un premier temps. Et il faut maintenant élargir cette masse de députés. Ça va nous en prendre éventuellement au moins 63 pour prendre le pouvoir. Mais élargir cette masse de députés, ça veut dire travailler au corps à corps, si on veut, dans chacune de nos circonscriptions. Il faut Et ça, c'est l'avantage de ne pas être soumis à tous les impératifs d'être à l'Assemblée nationale. C'est de prendre le temps d'aller dans chaque circonscription, puis de s'asseoir avec les gens, puis de discuter avec eux et elles. Alors, c'est vraiment ce que je me vois faire d'ici 2026 et après, bien sûr, aussi, parce que j'imagine que même si on prend beaucoup de sièges en 2026. Il est fort probable que nous ne serons pas au pouvoir. Il y a trop de force en présence actuellement pour penser que peut-être même un seul parti serait majoritaire. Mais c'est un travail qu'on doit commencer maintenant et qui se poursuivra dans les 5 prochaines années, disons. Pour être un peu plus concret, ta stratégie va-t-elle se rapprocher davantage de celle d'Émilise ou de GND? Écoute, moi, je pense qu'il n'y a pas de contradiction entre l'approche des Mélises et celle de Gabriel Nadeau-Dubois, c'est-à-dire que si on veut vraiment se donner un pays solidaire, un pays de justice, un pays où il fait bon vivre, il faut absolument qu'en quelque part, on soit au gouvernement pour pouvoir faire arriver ça. Alors, il n'y a pas de contradiction entre le respect de nos principes
et la prise du pouvoir pour créer un gouvernement qui va pouvoir faire arriver ce pays-là. Parce que très clairement, le jour où on prend le pouvoir, on va d'abord changer le mode de scrutin pour s'assurer qu'on respecte toutes les différences et donc on aura des scrutins proportionnels. Et ça nous permettra aussi de lancer une vaste discussion qu'on appelle la constituante, qui va nous permettre d'établir déjà quel genre de pays on veut créer et on fera le référendum ensuite. Donc, tout ça, ça n'est pas incompatible ni avec Gabriel, ni avec Émilie. Je pense qu'il y a tout simplement aussi une conjoncture où le parti n'était pas prêt à accueillir une porte-parole extra-parlementaire. Il n'y avait pas les structures en place. Mais le parti a déjà appris de ce qui s'est passé. Moi, quand j'ai appelé la présidente Roxane pour lui dire que j'avais l'intention de me présenter, elle m'a dit, tu vas être extra-parlementaire et tu peux être assuré que tu vas avoir un appui. Il y aura du personnel qui va être pour t'aider dans ton travail, contrairement à l'erreur qu'on a faite avec Élise. Alors donc, ce n'est pas une question donc d'être d'un côté ou de l'autre, c'est la question de bien s'organiser pour prendre le pouvoir, mais pour prendre le pouvoir, il faut qu'on soit porté par le pouvoir de la population. Et les syndicats, les groupes, les organismes communautaires, les groupes de citoyens et de citoyennes, les conseillers municipaux dans plusieurs municipalités, tous ces gens-là travaillent dans le même sens que Québec solidaire pour avoir une meilleure société plus juste et plus intégrative et inclusive. Et il faut rassembler tous ces gens-là, leur offrir un outil, un instrument pour que ça se réalise réellement. Et c'est Québec solidaire actuellement qui peut faire ça. Es-tu pour une union avec le Parti québécois? Et malheureusement, si ça n'a pas fonctionné il y a quelques années, c'est probablement qu'il y a des divergences profondes entre les deux partis. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'actuellement, ces divergences-là sont assez mises à jour. Euh, Québec solidaire est d'abord un parti qui veut vraiment une société juste, une société bienveillante et dans le respect de toutes les différences. Une société aussi qui a une sensibilité altermondialiste, c'est-à-dire qui vit pas refermée sur elle-même, mais qui voit bien les, euh, les problèmes des autres dans les autres pays. On ne sera pas indifférent au génocide à Gaza actuellement. Donc, ça nous distingue profondément du discours actuel du PQ. Le PQ avait, dans les années 70, un discours social-démocrate relativement progressiste et à un moment donné a été influencé par des discours de droite et il les a intégrés. Et il en est arrivé à dire, bon, on va faire l'indépendance, puis on verra après. Et ça, c'est des pays indépendants qui sont de droite, des pays indépendants qui sont des dictatures, des pays indépendants qui sont violents. Il y en a plein dans le monde. Et on n'a pas besoin d'en avoir un autre de plus. Donc, c'est clair que si le Parti québécois accepte de discuter des valeurs, puis accepte de discuter d'une constitution qui respecte ces valeurs-là, c'est clair qu'on va travailler ensemble. Mais ce n'est pas ça qui est actuellement dans le paysage. Selon toi, quel mode de fonctionnement interne devrait adopter QS? Avec les nouveaux statuts que l'on a, il reste encore certainement des lourdeurs, ça, on en conviendra. Et il faut être capable d'être souple et d'être capable de s'assurer qu'on se donne des mécanismes corrects pour avoir une véritable démocratie participative à l'intérieur du parti. Donc, il y a beaucoup actuellement de dysfonctionnement, peut-être parce qu'on veut aller trop vite, faire trop de choses en même temps. Mais ça, ce n'est pas une remise en question du fonctionnement du parti, c'est simplement une prise de conscience de la réalité actuelle, une prise de conscience de l'importance de la participation de chacun et chacun des membres, et donc se donner le temps et les mécanismes de consultation et
au-delà de la consultation, des véritables mécanismes de discussion et d'appropriation des idées et des propositions. Si tu avais été co-porte-parole durant la crise, Haroun Bouazi, comment aurais-tu réagi? Écoute, moi, j'ai réécouté ce que Aaron a dit, là, et j'aurais dit la même chose. Donc, j'aurais certainement été en appui à Aaron. Il existe au Québec du racisme systémique et les gens n'en sont pas conscients. Ce que ça les fâche qu'on leur dise, ben, c'est triste, mais ça fait partie aussi des changements. Parfois, quand on affirme une réalité, c'est fâchant un peu, mais je pense qu'il faut accepter dans une démocratie de discuter des choses. Et la meilleure façon de les discuter, c'est d'être tout à fait franc et honnête. Et je pense que Aaron est une personne intègre qui a dit ce qu'il pensait. Et je pense qu'il mérite notre soutien. Pourquoi les députés ont-ils réagi différemment de la base? Un des rôles des porte-parole, c'est justement de faire le lien entre le reste du parti et l'équipe parlementaire. Ça, c'est une des fonctions, entre autres. Mais je pense que les députés admettent quand même, quand on leur en parle, qu'ils vivent dans une bulle. La bulle parlementaire euh, crée ses propres anxiétés, ses propres rythmes de travail, ses propres difficultés à prendre vraiment le pouls de ce qui se passe à l'extérieur de cette bulle-là. C'est vraiment un monde, une culture. Et il faut que les députés en soient conscients. Et puis ça, c'est pas moi qui ai inventé ça, là, mais déjà à l'époque de Hegel et de Karl Marx, on comprenait très bien que l'environnement dans lequel les gens vivent euh, influence leur pensée, influence leur façon d'être. Et ça, c'est indépendamment de ta bonne volonté, à moins que tu sois vraiment très conscient et que tu fasses un effort spécifique pour te rendre compte des influences qui t'entourent. Et c'est ça, c'est quand on parle de la notion de classe sociale, pourquoi est-ce qu'il y a des classes qui pensent différemment d'une autre classe? C'est tout simplement l'environnement dans lequel ces gens-là vivent. Alors, c'est pareil pour l'équipe parlementaire. L'équipe parlementaire doit être extrêmement vigilante parce qu'elle est influencée par une culture qui l'entoure, même si clairement, c'est pas leur intention individuelle, mais ils sont influencés par leur environnement. Comment devrait se faire le choix des candidats de QS? Mais je pense qu'on doit avoir des candidats qui représentent l'ensemble de la population du Québec. Et donc, tu sais, on a fait un effort important pour s'assurer qu'on a une parité et on continue à le faire et ce n'est pas évident parce qu'on est dans une société patriarcale qui tente qui continue, là. On s'est intégré profondément chez nous. Mais on a fait des efforts pour intégrer des communautés autochtones, mais il faut faire des efforts aussi pour intégrer des gens qui vivent, par exemple, de l'aide de dernier recours, pour intégrer des personnes qui sont des ouvriers non spécialisés, des ouvriers spécialisés, des techniciens. On doit avoir une diversité aussi des différentes migrations qui ont fait la population du Québec que nous sommes aujourd'hui, hein. Il n'y a pas juste des Anglais et des Français, là. Alors donc, il faut qu'on réfléchisse comment est-ce qu'on va euh, aller chercher cette diversité de background culturel qui va permettre de bien représenter l'ensemble du Québec à l'Assemblée nationale. Et tous ces gens-là, issus de cette diversité-là, auront en commun le respect des principes de base de Québec solidaire. Une justice sociale exemplaire, un respect de toutes les différences, un amour de la nature et de dans toute sa diversité aussi.
et une économie qui permet à tout le monde de bien vivre, qui favorise la créativité. Alors, tous ces éléments-là font partie nécessairement d'un prérequis. Et une fois qu'on a établi ce prérequis-là, qui est bien écrit dans les... On n'a pas besoin de lire le programme au complet, là. Juste prendre les principes. Eh bien, si on choisit des candidats qui sont tout à fait alignés sur ces principes-là, ben après ça, on cherche à trouver le maximum de différences parmi tous ces gens-là. QS doit-il simplifier son discours ou se radicaliser davantage à gauche? Il faut parler aux gens pour être compris. Si on veut les convaincre, si on veut qu'ils se joignent à nous, ou si nous voulons qu'ils acceptent qu'on les appuie, il faut qu'on puisse se comprendre. Et le niveau de littératie au Québec est quand même relativement euh, bon, mais je veux dire, la majorité des gens ont une littératie de cinquième année de secondaire, là, un peu moins probablement. Mais donc, il faut être capable de bien expliquer ces termes. Ça ne sert à rien de parler de capitalisme si la personne n'en a jamais entendu parler, mais parler de la façon dont on crée le pouvoir, parler de l'importance que le pouvoir euh, soit distribué entre tous les citoyens et citoyennes. Tu sais, je pense qu'il y a une façon de l'expliquer avec des images, des exemples, des métaphores, sans rendre le message simpliste. La droite utilise des messages simplistes en général. C'est ce qu'on appelle le populisme. Je ne pense pas qu'il existe réellement de populisme de gauche. C'est une tromperie, d'une certaine façon. Il faut être capable de bien expliquer, prendre le temps de le faire. Voilà. C'est sûr on ne doit pas avoir des écrits et des discours qui ne sont compris que par des universitaires. Nos entretiens sont possibles grâce à vos dons. Merci de continuer à faire vivre ce format. Lien en description pour nous aider à produire les prochaines interviews.